Donc, vous avez à l'écran le titre de mon exposé, qui correspond aussi à l'exposition que vous allez voir après, sauf qu'on a ajouté la gloire des Wallons au début pour que ce soit un peu plus interpellant. Alors, vous pourriez vous demander, mais pourquoi ce sujet? Eh bien, en quelques mots très simples, bon, je me suis toujours intéressé à l'histoire militaire de l'époque qui est mentionnée ici, fin 18e, début 19e. Comme vous le savez certainement, les historiens retournent à des sources de première main, essentiellement des sources manuscrites qui sont dans les dépôts d'archives. Et on ne fait pas de travail sérieux sans ça. Alors, quand j'étais plus jeune, eh bien, ce qui s'offrait le plus rapidement à ma portée, si vous voulez, comme à celle d'autres historiens, ce sont les ensembles relativement riches et complets d'archives militaires. Et comme beaucoup d'autres, je me suis d'abord tourné, étant francophone, vers les archives françaises qui sont abondantes, bien conservées et relativement accessibles. J'ai donc travaillé sur l'époque napoléonienne, si vous voulez, pour simplifier les choses. Et puis, je me suis posé la question, pourquoi n'y a-t-il pas grand-chose sur les Belges à cette époque? Alors, je savais évidemment en grande partie la réponse, en ce sens que bon, notre pays n'était indépendant que depuis 1830, et avant cela, nous étions liés à d'autres entités politiques. C'est pour ça que nos archives en Belgique concernent essentiellement, bien sûr, ce qui s'est passé depuis 1830. Ce qui est plus ancien, eh bien, il faut aller le voir à Paris, à Vienne, à Madrid, mais il y a quand même des choses qui sont restées ici. Et donc ça, je vous en montrerai quelques-unes. Il y a des vestiges qui subsistent de cette époque dans nos dépôts d'archives et dans nos musées. Et ici aussi, à la bibliothèque Moretus Plantin. Voilà en deux mots ce qui m'a motivé. Alors j'ai essayé au fond, de remettre en mémoire l'histoire de ceux que l'on appelait les Wallons, entre guillemets. Vous voyez qu'il y a, pas ici, mais là, les Wallons, c'est entre guillemets. C'est parce que c'était le nom que l'on donnait depuis l'époque de Charles Quint, en fait, donc XVIe siècle, aux régiments recrutés dans nos régions. On appelait ces soldats-là des Wallons, alors qu'il y avait évidemment des Flamands et des Bruxellois dans ces unités-là. Mais c'est le mot wallon qui était utilisé. Alors, c'est pas très clair, on ne sait pas. Je ne sais pas si Philippe a une explication, mais c'est un peu confus. Ça remonte donc à l'époque dite espagnole. On a constaté qu'effectivement, il y avait plus de jeunes wallons que de jeunes flamands qui entraient dans ces régiments. C'était des volontaires. Hein, il n'y avait pas de service militaire obligatoire. Et donc ça attirait davantage des jeunes wallons que des jeunes flamands pour différentes raisons. Mais il faut savoir aussi qu'on désignait souvent à l'époque le tout par la partie, c'est-à-dire que tous les habitants de nos régions étaient parfois appelés des Flamands, donc Ifyaminghi. Donc les Wallons, ça désignait ceux qui s'engageaient dans les unités militaires, mais on parlait à côté de ça de la peinture flamande, que vous connaissez, hein, la peinture flamande quand même. Et il y avait aussi des Wallons qui peignaient, bien sûr. Donc c'est ce qu'on dit en latin pars pro toto, hein, la partie pour le tout. On utilise une expression pour un ensemble, alors qu'au départ, ça ne désigne qu'une partie. Alors j'ai essayé de rassembler le plus de documents possible et d'en faire un livre illustré, parce que pour comprendre l'histoire, je crois qu'il faut voir des vestiges, pas seulement des textes, mais aussi des objets. Et ça a été l'objet, donc ça a été le thème de ce livre que j'ai publié à Vienne, puisque j'étais en relation avec le Musée royal de l'armée, qui m'a soutenu dans ce projet, je le précise. Et donc, ce livre a été publié en 4 langues à Vienne, donc en allemand évidemment aussi, vous ne le voyez pas à l'écran, mais aussi en anglais, parce que c'est un éditeur autrichien donc, qui travaille
avec d'autres pays sur certains sujets, et il avait déjà publié 2 volumes sur l'armée belge dans la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi suis-je parti de 1756 pour m'arrêter en 1815 ? Eh bien, pour des raisons d'illustration, je vous l'avoue. Nos régions ont été, vous le savez sans doute, ce sera rappelé au début de l'exposition, ont été attribuées, entre guillemets, aux Habsbourg d'Autriche à la fin de la guerre de succession d'Espagne. Nos souverains légitimes étaient les Habsbourg d'Espagne, et puis c'est devenu les Habsbourg d'Autriche, puisque à Madrid, il n'y avait plus de Habsbourg. Bon, je simplifie les choses. C'était donc nos princes légitimes, hein, ce n'était pas du tout une conquête, il n'y a pas d'Autrichiens qui sont venus nous occuper, c'est pas du tout ça. Donc c'était nos princes légitimes qui étaient en même temps archiducs ou archiduchesses d'Autriche, ça a été le cas de Marie-Thérèse, et qui étaient aussi, donc ici, comte ou comtesse de Namur, duc ou duchesse de Brabant, etc. Donc c'était par alliance, par mariage, par héritage, que les Habsbourg agrandissaient leur possession dite héréditaire. C'est d'ailleurs resté une caractéristique des Habsbourg d'Autriche. Ils n'ont pas agrandi leur territoire par des conquêtes militaires, contrairement à la France de Louis XIV, contrairement à la Prusse de Frédéric II. Alors, je suis parti de 1756 parce que c'est le début de la guerre de 7 ans et qu'il y a davantage d'illustrations possibles pour cette période-là. Il fallait aussi bien délimiter le champ d'études. 1815, bon, vous savez, c'est Waterloo, défaite finale de Napoléon. À ce moment-là, nous faisons partie du royaume des Pays-Bas, donc avec la Hollande. Mais jusqu'en 1815, il y a encore des officiers originaires de nos régions qui servent dans l'armée des Habsbourg. Il n'y a plus de recrutement possible puisque nos régions ont été annexées à la France, vous le savez, en 1795, jusqu'en 1814, chute de Napoléon. Et à ce moment-là, au Congrès de Vienne, nos régions sont donc rattachées à la Hollande, pour dire les choses simplement, et elles constituent le royaume des Pays-Bas. À partir donc de la guerre de 7 ans, des années qui l'ont un peu précédé déjà, eh bien, on trouve un certain nombre de documents dans nos bibliothèques, nos dépôts d'archives. On trouve par exemple ce règlement pour l'infanterie que vous trouvez, enfin, dont vous avez la page de titre à gauche. Vous verrez un exemplaire original dans l'exposition. Je me suis basé au départ sur l'exemplaire du musée de l'armée, mais il était un peu endommagé, donc celui que vous allez voir là, il vient de l'université de Gand, mais c'est le même. Bon. Alors ce règlement, vous le voyez, est daté de 1752, donc 4 ans avant le début de la guerre de 7 ans. Il est traduit de l'allemand, puisque c'était un règlement pour l'armée autrichienne, en français pour les régiments dits wallons. Donc on parlait français dans les régiments recrutés chez nous. C'était la langue, vous le savez peut-être, de la cour depuis les ducs de Bourgogne. Donc l'usage du français s'est répandu dans les élites, évidemment, de cette époque, pas dans les gens du peuple qui parlaient le wallon d'ici ou de là, le flamand d'ici ou de là, mais la langue officielle était le français. Charles Quint parlait le français, entre autres. Et donc, c'est en français qu'on a rédigé ce règlement pour l'infanterie recrutée aux Pays-Bas. Donc, on parlait des Pays-Bas pour désigner la Belgique. La Hollande, c'était les Provinces-Unies protestantes. Vous savez que c'est le clivage religieux qui a été à l'origine de cette séparation. Alors, vous avez à droite, en frontispice de ce livre, donc après le titre, un profil de Charles-Alexandre de Lorraine, Charles de Lorraine, qui fut le gouverneur général de nos régions de 1744 à 1780, c'est-à-dire pendant longtemps. Et c'est un personnage qui a toujours été bien apprécié ici. D'ailleurs, il a toujours sa statue à Bruxelles.
pas loin de la Bibliothèque royale, sur le Mont des Arts. Bon, si c'était quelqu'un de peu apprécié, il n'aurait pas sa statue. Hein. Donc, il faut bien vous dire que les statues sont toujours dédiées à des personnes qui ont fait partie de l'histoire officielle de la Belgique, même avant l'indépendance de 1830. Charles de Lorraine, donc, il était lorrain, comme le mot le dit. La Lorraine, c'est un peu compliqué à expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la maison de Lorraine a dû abandonner le duché en faveur du roi de France, et elle a eu une compensation en Toscane. Enfin bon, la famille de Lorraine a été très liée à la famille des Habsbourg, puisque le frère de Charles, qui s'appelait François, a épousé Marie-Thérèse, qui était donc sur le trône d'Autriche, la fille de Charles VI, empereur germanique. Dans ce livre, eh bien, il y a ce plan, enfin ce dessin plutôt, d'un régiment d'infanterie en parade, en ordre de parade. Et vous verrez un agrandissement de cette gravure dans l'exposition. Ce sera beaucoup plus parlant, donc je vais ici dire les choses très simplement. J'espère que... Ah oui, je peux faire aller la flèche. Donc, vous avez 4 bataillons. On devine le regroupement. Hein. Premier bataillon, deuxième bataillon, troisième, quatrième. Et sur les ailes, vous avez chaque fois une compagnie de grenadiers, ici et là. Les grenadiers étaient des hommes d'élite, plus expérimentés. Au départ, ils lançaient des grenades, mais ça s'est perdu. Au XVIIIe siècle, ce n'est plus le cas. Et donc, c'est un régiment, vous le voyez, sur 4 rangs. On va voir d'un peu plus près 2 bataillons. Vous voyez qu'il y a 4 rangs. Il y a chaque fois un homme représenté. Donc, vous le verrez dans l'exposition où il y a un agrandissement. Chaque homme est représenté. Hein. Donc, ce n'est pas une armée, c'est un seul régiment. Alors, cette gravure, eh bien, on peut la rapprocher d'un document que l'on trouve dans les archives de la ville de Bruxelles. Vous voyez ici, Archive Stad Bruxelles, archives de la ville de Bruxelles. Et on trouve donc dans nos dépôts d'archives un certain nombre de souvenirs de cette époque. Évidemment, c'est assez fragmentaire, c'est assez dispersé. Mais ici, aux archives de la ville de Bruxelles, on trouve notamment ceci, et ça s'appelle une liste d'auteurs, enfin de auteurs, puisqu'il y a un H, mais à l'époque, vous savez, on parle parfois différemment, on écrivait autrement. Autrement dit, les soldats sont cités avec chaque fois leur prénom et leur nom, et ils sont mis par rang, vous voyez, premier rang, deuxième, troisième, quatrième, et ils sont évidemment rangés d'après leur taille. Hein, la hauteur, c'est ça, c'est la taille des hommes. On mettait les plus grands devant et les plus petits derrière. Bon, ils étaient donc alignés en fonction de leur taille. Si vous regardez les noms, je suppose que vous ne les voyez pas d'où vous êtes, mais ce sont tous des noms de chez nous, des noms encore courants en Belgique. Hein. Un Van de Put, par exemple, hein, un Mesemacre, Léonard, enfin, des noms qu'on retrouve toujours. Ce sont uniquement des gens qui sont recrutés dans nos régions, il n'y a pas de nom étranger, et il s'agit donc de la compagnie d'un certain capitaine Pesser ou Pessers. En fait, c'était un Anversois, et il était donc dans le régiment de Los Rios. Los Rios, c'est évidemment un nom espagnol. Plusieurs familles espagnoles se sont établies en Belgique à l'époque dite espagnole, enfin un certain nombre, et c'est pour cela qu'on retrouve encore ici un marquis de Los Rios à Bruxelles. Le régiment de Los Rios était essentiellement recruté à ce moment-là, hein, parce que ça a pu varier aussi dans le Brabant, et ce document donc, se trouve aux archives de la ville de Bruxelles. On voit donc qu'il y a bien 4 rangs, et cette formation-là sera abandonnée, je vous le dirai tantôt peut-être à l'exposition. On passera à 3 rangs, on trouvait que le 4e n'avait pas beaucoup d'utilité. Alors, il y avait dans nos régions 5 régiments d'infanterie,
que l'on appelait donc des régiments wallons, le régiment de Los Rios, le régiment de Saxe-Gotha. Vous voyez qu'on les reconnaît avec la couleur distinctive, hein, vert, bleu, bleu foncé. Le régiment de ligne, c'était un rose-rouge, en fait, un rose assez foncé. Et le régiment d'Arberg, rouge. Alors, les régiments wallons étaient aussi reconnaissables à leur drapeau. Et on le voit sur ce détail d'un dessin tiré du même livre, hein, le règlement, où on représente la réhabilitation d'un soldat condamné. Vous voyez, ils se mettent en cercle autour et on distingue les hallebardes des sous-officiers et officiers. Et alors le drapeau au milieu, il est frappé, comme vous pouvez le voir, d'une croix de Saint-André. C'est la croix de Bourgogne. Et c'était ça la caractéristique des régiments wallons. Il y avait en arrière-plan du drapeau la croix de Bourgogne, allusion à l'héritage bourguignon. Nos régions, c'était l'héritage bourguignon. On retrouve parfois cette croix de Bourgogne sur les armoiries de Marie-Thérèse. Alors voici une tabatière que j'ai photographiée au musée de Kolín. Kolín, c'est en République tchèque. C'est à peu près à 60 km à l'est de Prague. Ils ont un musée parce qu'il y a eu une bataille importante, je vais en dire un mot. Mais vous voyez ici Marie-Thérèse, hein, son mari François de Lorraine, et voilà les armoiries de Marie-Thérèse, qui a donc été l'unique héritière de Charles VI, empereur germanique. Mais Marie-Thérèse était reine de Hongrie, reine de Bohême, je simplifie les choses, hein, c'est compliqué. C'est son mari qui a été proclamé empereur, parce que le titre d'empereur était électif, il y avait toujours une élection. Mais donc, ces armoiries sont ici, et vous distinguez en arrière-plan la croix de Bourgogne. Elle n'est pas toujours représentée, mais même ici, donc en Bohême, hein, sur cette tabatière, on la voit. Donc voilà, ça c'est le commentaire en tchèque, je suppose que personne ne sait lire le tchèque. Alors, au Musée royal de l'armée à Bruxelles, il y a un certain nombre d'armes qui se sont conservées de cette période. Évidemment, c'est ce qui est le plus solide qui subsiste. Donc vous verrez des armes, vous ne verrez pas de textile, vous ne verrez pas d'uniforme. Même en Autriche, ils en ont très peu. C'est un pays qui n'a pas tellement gardé d'anciens vêtements, alors qu'à Paris ou à Berlin, eh bien, vous pouvez trouver des uniformes du XVIIIe siècle, un peu vieillis quand même. Enfin, ils ont été entretenus, conservés. Tandis qu'à Vienne, ils n'ont vraiment pas grand-chose. C'est un peu significatif d'un pays qui n'avait pas tellement le culte de l'armée, qui n'était pas un pays conquérant. Au fond, c'est un pays plutôt pacifique. Voilà donc une épée d'officier d'infanterie. Vous avez vu les 4 régiments d'infanterie. Il y avait aussi une artillerie des Pays-Bas. Vous voyez que c'est marqué en français. Artillerie de Pays-Bas. Hein, bon, c'est la prononciation allemande. Donc, ils avaient un uniforme distinct avec des revers rouge ponceau, tandis que l'artillerie d'Allemagne, elle avait cette tenue qui était, vous le voyez, un peu différente. Donc ça veut dire qu'à l'époque, il y avait des unités qui étaient vraiment marquées comme étant recrutées dans nos régions. Et il y en avait pour l'infanterie, pour l'artillerie, et vous allez le voir bientôt pour la cavalerie, et même pour le génie. Ça veut dire qu'il y avait une sorte d'embryon d'armée nationale belge qui ne disait pas son nom, évidemment. L'artillerie était habillée donc, de ce gris-brun qui était moins salissant que le blanc de l'infanterie. Il y avait des raisons tout à fait pratiques à ça. L'infanterie avait des habits blancs, l'artillerie des habits plus foncés, parce que la fumée de l'artillerie, évidemment, noircissait le blanc. Alors voici la page de titre d'un recueil de plans de bataille de la guerre de 7 ans, et ça se trouve au château de Belleuil. Alors c'est contemporain des événements. Ça a été publié très peu de temps après les batailles à Nuremberg, vous voyez, chez un éditeur
qui s'appelait Raspe. Alors à cette époque-là, en allemand, il y a parfois des termes français comme Bataillen, on ne dit pas ça en allemand, on dit Schlachten. Bon. Mais parfois ils mettaient des termes français, vous voyez, bataille. Belagerungen sont les sièges, ça. Mais bataille est presque en français. Alors, voici un de ces plans de bataille et nous allons nous y rendre, si vous voulez, sur ce champ de bataille. Je ne ferai pas ça pour toute la bataille, rassurez-vous, je n'ai pas le temps d'ailleurs. Mais donc voici la carte de la bataille de Kolín. Je vous disais tantôt que la tabatière là, venait du musée de Kolín. Kolín, c'est donc en Bohême, à 60 km à l'est de Prague, et vous avez ici, en rose, l'armée autrichienne, qui comprend les régiments wallons, en tout cas une bonne partie d'entre eux, et l'armée prussienne est en bleu. Alors il y a deux couleurs. Les premiers mouvements de l'armée autrichienne sont en rose, ceux de l'armée prussienne en bleu clair, et puis après, ça se fonce, si vous voulez, au fur et à mesure qu'ils se foncent les uns sur les autres. Enfin, bon, on pourrait faire un jeu de mots comme ça. Donc les Autrichiens sont en rouge alors, et les Prussiens en bleu plus foncé. Vous voyez que sur cette carte, qui date vraiment de l'époque de la bataille, on a représenté de façon évidemment un peu maladroite le relief. Donc vous devinez que les Autrichiens étaient au départ ici sur une position un peu surélevée. Et les Prussiens vont suivre une route qui s'appelle la Kaiserstrasse et qui se trouve là au bout. Alors si on va aujourd'hui à Kolín, eh bien, le champ de bataille n'a pratiquement pas changé. C'est un champ de bataille qui n'a pas été abîmé. Il faut toujours essayer d'aller sur les champs de bataille à peu près à la même saison que les événements qui se sont déroulés là-bas. Donc ici, j'étais fin mai et la bataille s'est déroulée le 18 juin 1757. Même jour que Waterloo, mais en 1757. Alors ici, nous sommes sur un chemin où se trouvaient les Autrichiens. Vous voyez qu'ils sont sur une hauteur et l'armée prussienne, elle a défilé sur cette route que vous voyez là dans le fond. Donc les Autrichiens les voyaient marcher. Frédéric de Prusse, qui commande l'armée autrichienne, avait développé une tactique de bataille qui s'appelait l'ordre oblique. Il faisait marcher son armée, qui était très bien entraînée, sur une aile de l'ennemi, il l'accablait, et alors celui-ci n'avait pas le temps de réagir, il était battu. Donc ici, les Prussiens vont essayer de faire ça. Ils marchent le long de la route, les Autrichiens les regardent marcher, mais les Prussiens vont donc essayer de tourner la droite des Autrichiens. C'est ça le but de la manœuvre. Alors ils vont y réussir en partie, ils vont arriver, mais sur la partie donc, à droite de la photo ici, à gravir la pente et arriver sur la crête. Et ils vont notamment, voilà, ici on est sur la crête, affronter les Autrichiens près de ce village dont on aperçoit le clocher. Les Tchèques appellent ça Krejors, mais ça s'écrit comme ça. Bon. Alors, je vous passe les détails, mais à un moment, les Prussiens sont sur le point de gagner. Ils ont presque tourné entièrement la ligne autrichienne. On amène les renforts que l'on peut de ce côté-là, et notamment les régiments wallons, mais il n'y a pas que, il y en a d'autres. Alors, si vous allez un jour à Vienne et que vous allez visiter le musée de l'armée, eh bien, dans le hall d'entrée, vous avez les principales gloires de l'armée autrichienne, les principaux événements où les Autrichiens se sont illustrés. Et juste en face de vous, quand vous rentrez, vous voyez dans le fond ceci. C'est la charge des dragons wallons, des dragons de ligne, à la bataille de Kolín, le 18 juin 1757. Ils ont donc participé à une charge de cavalerie qui a rétabli la situation en faveur des Autrichiens au moment où les Prussiens allaient presque gagner. C'est devenu un épisode très connu de l'histoire militaire autrichienne, au point qu'on le représente dans le hall d'entrée du musée de l'armée.
Et alors, je suis sûr que la plupart des Belges ne savent même pas qu'il y a ça. Hein. Bon. Les Autrichiens, en quelque sorte, se souviennent plus de ce que les régiments wallons ont fait que les Belges eux-mêmes. Sur le champ de bataille de Colline, eh bien, il y a ce monument qui célèbre la victoire autrichienne, car ça a été une victoire autrichienne, et donc les dragons wallons, vous l'avez compris, y ont joué un rôle décisif. Et ce monument a été érigé fin du XIXe siècle, quand c'était toujours l'Empire d'Autriche-Hongrie. Donc c'est à la gloire de l'armée autrichienne, évidemment. Vous avez l'aigle autrichien qui est au-dessus du monument. Et alors le relief du monument, il est fort abîmé, il est là. Hein. Mais il faut bien reconnaître que les Tchèques n'entretiennent pas aussi bien leur monument que les Autrichiens, ils n'ont pas les moyens non plus. Donc je vous montre une ancienne photo parce que la photo que j'ai prise montre que le relief est beaucoup trop abîmé. Il n'y a plus de tête sur les personnages, par exemple. Ça représente la charge des dragons wallons. Et il y a eu un épisode avec une répartie. Bon, je ne vais pas développer tout ça, je n'ai pas le temps. Mais donc, l'épisode va rester quand même relativement célèbre. Vous avez ici une image d'une série d'illustrations de l'histoire de Belgique, Nos gloires. Hein. Ça remonte aux années 50-60. Illustré par Jean-Léon Huens. Et c'est bien représenté. Je veux dire qu'il a fait des recherches poussées pour retrouver les uniformes réellement portés à cette époque. Mais donc cette charge des dragons de ligne va devenir très célèbre. Et au musée de Colline, il y a plusieurs représentations, comme celle-ci par exemple, qui est due à un peintre tchèque, hein, mais c'est resté dans les annales. Bon, voilà, la charge des dragons wallons, les uniformes ne sont pas tout à fait corrects, mais voilà l'endroit où ça s'est probablement produit. Donc, on est ici sur la crête, les Prussiens ont réussi à y arriver, je vous l'ai dit, et les dragons wallons vont donc charger de droite à gauche contre l'infanterie prussienne qui est rangée ici le long du chemin. Alors la question des uniformes, eh bien, il faut y prêter une certaine attention quand on veut aller un peu dans le détail des choses, parce que ce n'est pas toujours bien connu. Et il faut voir un peu large, c'est-à-dire que on ne s'attend pas toujours à trouver des représentations fiables des uniformes réellement portés. Sur la gauche, ici, vous avez le détail d'un tableau qui se trouve à Bruges, au Groningen Museum, et qui représente le creusement du canal de Gand. Alors, ce que vous voyez là, vous voyez un dragon, évidemment, mais c'est noyé dans un tableau beaucoup plus grand, c'est un détail. On voit vraiment des gens qui creusent le canal. Hein. Vous voyez ici, ils sont les pieds dans l'eau, il y a des tas de gens qui travaillent à creuser le canal de Gand. Et il y a un dragon qui est là pour monter la garde, veiller au maintien de l'ordre, si vous voulez. Mais c'est un tableau qui a été effectué, qui a été réalisé, vous le voyez, en 1753, et on a l'uniforme réellement porté au début de la guerre de 7 ans par les dragons wallons. Vous voyez que le vert était relativement clair, que le rouge était proche de l'écarlate. Je ne vais pas rentrer dans une description de tous les détails, mais bon, ça correspond à ce qu'on trouve dans un recueil d'uniformes publié par les Autrichiens en 1762, donc un peu plus tard quand même, 9 ans plus tard. On est à la fin de la guerre de 7 ans, vous pouvez comparer les deux tenues. Ici, on remarque par exemple ce qu'on appelle l'aiguillette sur l'épaule droite du cavalier. Ici, on ne la voit pas. Par contre, il n'a pas son baudrier, il n'est pas équipé comme un dragon à cheval. Donc l'uniformologie, il faut savoir que c'est une science, surtout quand on ne sait pas très bien comment étaient habillés les soldats et que les documents n'ont pas toujours été très bien transmis. Il y a eu des représentations fausses au XIXe siècle parce qu'on avait oublié comment étaient habillés les régiments. Enfin, je ne vais pas m'attarder sur ce point-là.
la charge des dragons de ligne à la bataille de Kolin a été tellement célébrée en Autriche que l'impératrice Marie-Thérèse a dit que ce jour-là était le jour de naissance de la monarchie, der Geburtstag der Monarchie. Ça a été un événement important, en effet, notamment sur le plan religieux, parce que ça a permis d'affermir la religion catholique, celle des empereurs d'Autriche, des Habsbourg, au détriment du protestantisme des Prussiens. Tout ça comptait à l'époque, ça comptait beaucoup. Et donc ça a permis, en tout cas, à l'empire des Habsbourg de bien s'asseoir à Vienne, parce que Frédéric II pensait le renverser carrément. Alors Marie-Thérèse a été tellement contente du comportement des dragons wallons qu'elle a fait faire 4 nouveaux étendards pour le régiment. Ces drapeaux, eh bien, il y en a un qui est conservé à Vienne, au musée de l'armée, c'est celui que vous voyez là. Il y a une face verte et une face rouge. Ça peut paraître curieux, mais ce n'est pas la même couleur de chaque côté. C'était comme ça dans la cavalerie autrichienne. Alors, sur une des faces, il y a chaque fois un épisode de la bataille de Kolin qui est représenté, avec une petite phrase en français, parce que c'était la langue des dragons wallons. Alors, par exemple, ici, on ne voyait pas très bien parce que c'est pris de loin, il faudrait un détail. Il est marqué « c'est en vain qu'il la protège ». Ça veut dire que les dragons ont pris une pièce d'artillerie prussienne. C'est en vain qu'il la protège. Bon, voilà. Il y a aussi d'autres représentations où il est marqué « que n'en ont-ils davantage quand les dragons wallons sont en train de démolir un carré de la garde prussienne ». Bon. Et ainsi de suite. Alors le problème, et c'est un peu aussi l'intérêt de ce genre de recherche historique, si vous voulez, c'est que ce n'est pas toujours facile de trouver un certain nombre de pièces dont on sait par ailleurs qu'elles existent. Je vous ai dit qu'à Vienne, ils avaient ce drapeau qui est donc l'étendard de l'escadron major, l'escadron du major du régiment. Bon. Il y avait 3 autres étendards. Seul celui-ci est conservé à Vienne. Où sont les autres? Eh bien, j'en ai vu des photos, figurez-vous, donc ils existent, mais ils sont quelque part en République tchèque. Alors, j'ai un collègue tchèque, Ivo Serman, qui habite Prague et qui est professeur à l'université de Bohême du Sud, qui s'est chargé, par amitié pour moi, de rechercher ces drapeaux. Alors, je suis allé à Prague, je suis allé à Kolín. Il m'a dit, ne va pas au musée de l'armée, ils n'y sont pas, ils ont rénové le musée, bon, c'est pas là. Et puis il a cherché, il ne les a pas trouvés. Il y a encore des mystères, alors que ces drapeaux-là existent, et j'ai vu des photos pas si anciennes que ça, par un autre ami allemand qui les a eues d'un ami tchèque. Bon. Tout ça vous montre qu'il y a un certain... disons une certaine enquête qu'il faut faire, un peu comme un policier qui essaye de pister des choses qui ont été oubliées, qui sont perdues ou dont on ne sait pas où elles se trouvent. Donc, dans le livre que j'ai publié, il y a des photos des autres drapeaux, mais de loin parce qu'elles ne sont pas très précises. Ils existent donc, mais on ne sait pas très bien où ils sont. Alors j'ai quand même une petite idée, mais bon, ce sera à vérifier. Je ne vais pas vous raconter toute la guerre de 7 ans, mais encore une bataille qui est du début de la guerre. C'est plutôt un combat, c'est-à-dire que ça n'implique pas autant d'hommes et les commandants en chef ne sont pas présents. C'est ça la différence entre une bataille et un combat. Un combat, il y a moins d'hommes qui s'affrontent, mais les commandants en chef des armées ne sont pas non plus aux commandes, ne sont pas sur le terrain. Alors c'est le combat de Görlitz en Silésie, donc la ville de Görlitz, qui aujourd'hui est en Pologne. Mais donc vous avez encore une fois les Autrichiens en rose au départ, puis en rouge, et les Prussiens en bleu. Lors de ce combat, les régiments d'infanterie wallons se sont particulièrement distingués en attaquant la colline où étaient retranchés les Prussiens ici,
Ils étaient donc sur une espèce de monticule que l'on voit bien sur cette gravure tirée des préjugés militaires du prince de Ligne. Le prince de Ligne, Charles-Joseph de Ligne, était là. Et c'était le duc d'Arambert, que vous voyez ici, qui commandait la réserve d'infanterie composée essentiellement de bataillons wallons. Les Arambert, c'est une grande famille aristocratique de nos régions. En simplifiant les choses, disons qu'ils avaient aussi des possessions en Allemagne et ils possédaient le château d'Everley près de Leuven. C'est pour ça que vous voyez que ça fait aujourd'hui partie des collections de la KU Leuven. Alors Charles-Marie Raymond d'Arambert commandait donc les bataillons de la réserve wallonne à Görlitz. Lors de cette bataille, eh bien, il y a eu un engagement particulièrement important des bataillons wallons et un des officiers wallons a été tué. C'était un Namurois, Jacques-François de Groesbeek. Vous verrez à l'exposition quelques souvenirs de son décès dans cette bataille. Alors nous sommes au début de la guerre de 7 ans. Les officiers et les sous-officiers ont toujours des armes d'ast, c'est-à-dire des armes blanches, longues, comme cette pertuisane de capitaine. On voit les armes de Marie-Thérèse, donc les armoiries de Marie-Thérèse sur la lame. Ce sera abandonné après les premières années de la guerre de 7 ans au profit d'un fusil. Je trouvais ça plus pratique. Autre bataille où se sont distingués les régiments wallons, celle de Hochkirch, c'est encore une victoire autrichienne contre les Prussiens, 14 octobre 1758. C'est un peintre bruxellois, Hyacinthe de la Pegna. Bon, il n'était pas... son nom vous indique qu'il était sans doute d'origine italienne, mais en tout cas, il était bruxellois, et ce tableau se trouve à Vienne, au musée de l'armée également. À la bataille de Hochkirch, le colonel des dragons wallons est tué. Il s'appelait le comte de Thienne de Rumbeek, pour être complet. Et ces hommes le portent, vous le voyez, portent son cadavre, sa dépouille, à la fin de la bataille. Et le comte de Thienne a sur lui un drapeau prussien. Prendre un drapeau, vous savez que ça a toujours été un fait d'armes important. Les dragons wallons en ont pris et ils l'ont mis sur leur colonel tué. Alors ce dessin, vous verrez l'original au musée, à l'exposition. Et voici le cheval du comte de Thienne. Vous allez voir que j'ai pu retrouver la partie essentielle de la selle. Bon. Alors ce n'est pas l'endroit où il s'asseyait, hein, c'était une selle en cuir, c'est ce qu'on appelle le crouplin, donc c'est la partie arrière, la partie la plus ornée, hein, de la selle, et les couvre-fontes qui se trouvaient à l'avant de la selle, qui cachaient les deux pistolets, car chaque officier et chaque soldat d'ailleurs avait un pistolet devant la selle qu'il pouvait dégainer plus facilement, et c'était caché par ce qu'on appelait des couvre-fontes. Alors, j'ai eu du mal à retrouver cette pièce qui est assez remarquable parce que c'est du fil d'or, hein. Donc, ce que vous voyez là, c'est doré, on le voit mieux ici, parce que l'or s'est oxydé avec le temps. Donc, il a l'air d'être plutôt argent, mais en fait, c'était doré, et on le voit ici. Donc, ça appartient aux descendants du comte de Thienne. Je ne demanderai pas leur nom parce que c'est privé, mais donc j'ai pu faire photographier ça par M. Pierrard, qui est un photographe du Musée royal de l'armée. Et donc vous avez ici le crouplin, la partie arrière, et deux couvre-fontes. Alors les dragons wallons, comme tous les régiments de l'armée autrichienne, avaient un colonel propriétaire, quelqu'un qui était le colonel propriétaire du régiment et qui donnait son nom au régiment. Il n'y avait pas encore de numéro. Alors, il y a eu, après le prince Ferdinand de Ligne, le comte de Saint-Ignon, hein, qui était un luxembourgeois. Et voici un autre luxembourgeois,
Philippe Charles de Pforzheim. Et ici, l'intérêt de ce portrait, c'est qu'il date vraiment de l'époque de la guerre de 7 ans. Vous voyez, 1760-65, c'est la fin de la guerre. Mais c'est un vrai tableau du XVIIIe siècle. Ça veut dire qu'il est abîmé. Hein, si vous regardez, bon, c'est un peu craquelé. Les couleurs ont foncé aussi, parce que c'est comme ça, quand on n'entretient pas une peinture, elle a tendance à foncer, les pigments foncent, et donc c'est un peu plus foncé que ce n'était. Le vert n'était pas aussi foncé. Vous voyez bien qu'on perd d'ailleurs un peu la différence entre le fond et l'uniforme, mais on voit bien la coupe de l'uniforme des officiers subalternes, donc lieutenant, capitaine, des dragons de Saint-Ignon, avec cette aiguillette ici, toujours portée sur l'épaule droite. La répartition des boutons, vous voyez qu'il y en a 3 là, puis 2 ici. Alors Pforzheim, on le retrouvera après. Alors au Musée royal de l'armée à Bruxelles, ils ont aussi quelques pièces d'artillerie. Il n'y en a pas ici parce que c'est quand même lourd. Hein. Celle-ci est très petite. Vous voyez, c'est une pièce de 2 livres. C'est le poids du projectile, ça. En bronze, calibre de 52 mm. L'intérêt, c'est que l'on voit la signature de celui qui a fondu la pièce, c'est-à-dire un certain Dietrich, et il avait sa fonderie à Malines, Mechlinae, hein, c'est bien en latin, mais ça désigne Mechelen, hein, Malines. Il y avait une fonderie de canons à Malines depuis l'époque espagnole, et la pièce est datée, vous voyez, 1760. Alors c'est un petit canon qui servait sans doute à la défense des portes des places fortes. Ce n'est pas une pièce de campagne, on ne prenait pas ça dans les batailles, donc ce n'était pas attelé par l'artillerie de campagne. Au musée de l'armée à Bruxelles aussi, on trouve des pièces plus petites, mais plus ornementées, comme ce couteau de bombardier. Vous voyez que c'était fort décoré. En 1758, ce couteau soit remplacé par un sabre. Alors, à la fin de la guerre de 7 ans, une fois les hostilités terminées, l'Autriche, qui était l'allié de la France durant cette guerre, va en quelque sorte racheter à la France un 5e régiment wallon, recruté principalement dans la principauté de Liège. C'est le régiment de Vierzey. Voici un officier du régiment de Vierzey. Donc le baron de Vierzey était le colonel propriétaire du régiment. Vierzey, c'est tout près de Huy. Il y a toujours un village qui s'appelle Vierzey. Alors cet officier-ci donc, porte un uniforme qui était au départ français, parce que les Français avaient aussi des uniformes blancs pour leur infanterie, mais il a l'écharpe d'un officier autrichien à la ceinture et le bonnet à poil, et surtout la plaque de bonnet à poil d'un officier de grenadier autrichien. Il a l'ordre du Saint-Esprit, qui est une décoration française. Alors, ce régiment-là, devenu autrichien, a dû évidemment adopter un drapeau autrichien. Alors, la question des drapeaux, je l'ai déjà un peu évoquée avec cette croix de Bourgogne, mais il en subsiste très peu. Pour l'infanterie, en fait, il n'y a qu'un drapeau qui existe toujours, qui est au musée de l'armée de Vienne. Ici, vous voyez que c'est une photo ancienne qui a été conservée à Würzburg en Allemagne jusqu'en 1945. Bon, vous devinez bien ce qui a dû se passer en 1945 à Würzburg. Hein. Bon, toute l'Allemagne a été complètement bombardée. Donc, on n'a pas cette pièce-là. On a juste des photos anciennes. Et vous voyez que le drapeau était déjà bien abîmé en 1945. Alors, des spécialistes ont pu reconstituer les différentes parties de ce drapeau, qui comprenait donc les armoiries de Marie-Thérèse d'Autriche, mais il fallait savoir aussi quelles étaient les principautés représentées, car on ne pourrait pas mettre toutes les principautés au cœur du drapeau, il n'y avait pas assez de place. Et donc, ceci, c'est une reconstitution que j'ai pu faire à partir de la description de cela. Vous verrez le dessin original à l'exposition. Toujours cette croix de Bourgogne, caractéristique des régiments wallons. Vous distinguez le duché de Brabant,
ici, le comté de Flandre, bon, il y a l'Autriche, la Bourgogne, le duché de Lorraine et de Bar, la Toscane, la Hongrie, la Castille-le-Léon. Bon, c'était très, très, très riche comme armoirie. Charles-Joseph de Ligne a fait la guerre de 7 ans et, bon, vous savez, c'est un grand écrivain, c'est aussi sans doute le plus grand penseur militaire autrichien du XVIIIe siècle. Le château de Belleuil, que vous connaissez sans doute, c'est quand même un des hauts lieux du tourisme en Wallonie. C'était son château. Donc, la famille de Ligne est une des plus anciennes familles de nos régions. Elle remonte avant les croisades, donc c'est très loin. Et donc, Charles-Joseph de Ligne, il a fait sa carrière dans l'armée autrichienne. Il s'intéressait vraiment aux questions militaires. Il a écrit plusieurs ouvrages. Vous verrez ici des exemplaires de ses œuvres en édition originale, puisque la bibliothèque Moretus-Plantin a reçu 2 fonds Prince de Ligne de la part de collectionneurs privés. Et il y a là des éditions très rares. Vous savez que c'est la rareté qui fait le prix d'un livre ancien. Les premières éditions du Prince de Ligne valent très cher sur le marché. Donc, plus c'est rare, plus c'est cher. Alors, le Prince de Ligne, il a proposé des modifications à la façon de faire la guerre dans l'armée des Habsbourg, et notamment une nouvelle tenue, plus pratique, selon lui. Vous verrez que ça va avoir une certaine influence quand même. Alors, il avait 2 fils, Charles-Joseph de Ligne. Le fils aîné s'appelait Charles-Antoine. Il a fait des études d'officier du génie, et le génie avait donc cet uniforme gris-bleu, ou bleu-gris. Vous savez qu'au départ, les ingénieurs ne sont que des officiers, il n'y a pas de troupes du génie. Et puis alors, les troupes du génie vont apparaître, ce sont les sapeurs, les pionniers. Les Autrichiens ont été parmi les premiers à avoir des unités du génie avec les Français. Charles-Antoine de Ligne, le voici donc dans son uniforme d'officier du génie. C'était donc ce type d'uniforme-là que vous avez à droite. Ça veut dire que souvent, les tableaux ne sont pas corrects, parce que voilà un tableau qui se trouve à Belleuil, et voilà Charles-Antoine, vous voyez qu'il porte un uniforme blanc, ce qui est faux, il avait un uniforme d'officier du génie. Il a participé aux guerres contre les Turcs, c'est le cas ici, dans les Balkans, et il a servi aussi aux côtés des Russes contre les Turcs. Et c'est pour ça que l'impératrice Catherine II de Russie lui a offert cette épée qui se trouve toujours à Belleuil. Alors voici les régiments wallons avec leur nouvelle tenue en 1767. Cette année-là, on adopte une tunique aux basques assez courte. Vous voyez que ça ne descend pas très bas sur les cuisses. C'est des retroussis assez courts, un seul rang de boutons. Et alors, cette coiffure nouvelle, qu'on appelle casquette, vous allez voir une casquette d'origine à l'exposition, les 5 régiments wallons, Los Rios, Ligne, Kaunitz, Muret et Vierzey. On va leur donner un numéro, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà l'équipement que vous retrouverez à l'exposition et qui est celui donc de cet uniforme de 1767 qui va être porté jusqu'à la fin des guerres contre la Révolution française, donc jusqu'en 1800. Il y a cette petite mitre que l'on appelle casquette en allemand. Et vous verrez ceci à l'exposition, c'est à côté. Ça vient du musée de l'armée, donc c'est authentique. Je vous décrirai ça sur place, ce sera peut-être plus parlant. Alors, dans cette volonté d'uniformiser, c'est le cas de le dire, les dragons reçoivent un uniforme blanc, ils n'ont plus leur uniforme vert, et c'est avec cet uniforme qu'ils vont combattre les patriotes de la révolution brabançonne. Vous savez que cette révolution brabançonne, elle a débuté contre les réformes de l'empereur Joseph II, qui voulait centraliser, laïciser
la société au détriment surtout des privilèges de l'Église catholique. Et donc c'est une révolution plutôt traditionnaliste, la révolution brabançonne, même si elle comporte aussi une frange de partisans d'idées nouvelles, ceux de Vonck, tandis que Van der Noot était à la tête de ceux qu'on appelait les statistes, c'est-à-dire ceux qui étaient partisans de l'autonomie locale, les États, et donc les privilèges aussi de l'Église. Cette révolution brabançonne a bien sûr provoqué dans les régiments wallons un grand nombre de désertions. On ne se bat pas contre des compatriotes, c'est normal. Les dragons ont été plus fidèles dans l'ensemble à l'empereur Joseph II. À ce moment-là, il faut dire qu'ils étaient surtout recrutés dans le Luxembourg et que l'armée autrichienne s'est réfugiée en quelque sorte au Luxembourg avant de venir reconquérir nos régions qui étaient aux mains des patriotes. Voici un sabre d'officier de cette époque qui a en tout cas été porté jusqu'à la Révolution brabançonne. Vous remarquez la décoration de la poignée avec ce qu'on appelle parfois dans les arts décoratifs le nœud Louis XVI, mais en fait ce n'était pas limité à la France, on le retrouve ici sur ce sabre d'officier de cavalerie. Alors, les dragons ont été particulièrement fidèles à l'empereur d'Autriche, mais Joseph II meurt en 1790. Il aurait dit au prince de Ligne, Charles-Joseph de Ligne, sur son lit de mort, « Votre pays m'a tué ». Il avait eu du souci avec les Belges. Bon. Son frère Léopold II, qui lui succède, va avoir la sagesse de revenir sur les décisions de son frère et de laisser donc à nos ancêtres leurs privilèges et leurs anciennes traditions. Le régiment de dragons va être félicité pour sa fidélité et va recevoir cette médaille qui était en or, mais ici, vous n'avez qu'une copie en galvanoplastie. D'ailleurs, la médaille en or originale, elle a disparu. Elle a sûrement été monnayée un jour par quelqu'un. Enfin bref. À Bruxelles comme à Vienne, on a donc une copie et il est marqué en français « à la fidélité et la valeur signalée du régiment de la Tour Dragon, reconnu par l'empereur et roi ». Donc Léopold II reconnaît la fidélité des dragons. On les appelle les dragons de la Tour parce que c'est le comte de Baillet-la-Tour qui vient du village de Latour, près de Virton, qui est devenu le colonel propriétaire. À l'occasion de cette révolution brabançonne, eh bien, les Autrichiens ont également recruté dans nos régions des corps francs. Les corps francs, ce sont des unités plus légères, en marge des régiments réguliers, et qui sont un peu habillés à la chasseur, c'est-à-dire avec un uniforme vert, comme vous voyez ici. Ce sont des hommes qui se battent de façon plus autonome, pas en bataille rangée comme l'infanterie régulière. Et ils sont aussi un peu moins disciplinés, il faut bien le dire. Mais ces corps francs vont subsister après la Révolution brabançonne et ils combattront aussi les Français en 1792 quand ils vont envahir nos régions. Alors, dans ces corps francs, il y avait notamment celui de Loudon Vert ou London Vert, c'est le nom d'un maréchal autrichien originaire de Lettonie, Gideon von Loudon. Et donc, ce corps franc, voici une représentation de son uniforme par un brugeois qui s'est amusé à dessiner tous les uniformes des troupes qui passaient à Bruges en 1792-93. Au musée de l'armée à Bruxelles, eh bien, on a conservé un sabre d'officier de ce corps franc. Vous voyez, il y avait une inscription pour l'empereur, pour la patrie et l'honneur. Grün-Loudon, Freikorps, donc corps franc. 1792, c'est donc le début des guerres de la Révolution française. Les Français déclarent la guerre, vous savez, au roi de Bohême et de Hongrie, c'est comme ça que ça s'est dit. C'est l'Assemblée législative, par la voix de Louis XVI, parce que c'était sa fonction dans la Constitution en vigueur à l'époque de déclarer la guerre.
Les Français ont envahi nos régions, ils ont gagné la bataille de Jemappes, près de Mons, en 1792, le 6 novembre. Alors les forces belgo-autrichiennes, appelons-les comme ça, ont reculé vers le Rhin, et puis, début 1793, elles reprennent l'offensive et réussissent à chasser les Français de nos régions. Le 1er mars 1793 a lieu ce combat d'Aldenhoven qui se trouve pas loin d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne aujourd'hui. Et ce jour-là, les dragons wallons, les dragons de Latour, comme on les appelle désormais, d'après leurs propriétaires, effectuent une charge assez fameuse. Mais Pforzheim, vous avez vu tout à l'heure son portrait quand il était jeune officier pendant la guerre de 7 ans, Pforzheim est tué au cours de cette charge. Les dragons de Latour deviennent vraiment une des plus célèbres unités parmi celles qui s'affrontent, et au point que les Français les voient un peu partout. C'est un peu devenu la terreur des Français, qui appellent toute la cavalerie autrichienne des dragons de Latour, alors qu'en fait c'est un seul régiment. Ils étaient donc habillés comme ceci, au moment des guerres contre la Révolution française, toujours l'uniforme vert qu'ils ont pu retrouver. Ils ont retrouvé le vert qu'ils avaient au début pendant la guerre de 7 ans, mais un vert un peu plus foncé. Et la couleur distinctive est appelée Pompadour, rouge Pompadour. Vous savez qui était Madame de Pompadour, une maîtresse de Louis XV, mais c'était un rouge un peu plus amarante, un peu plus cramoisi, si vous voulez. Alors voici une représentation d'époque d'un dragon de Latour. Les Autrichiens, qui vont bientôt s'allier aux Anglais et qui sont déjà les alliés des Prussiens, vont donc remporter une bataille importante contre les Français le 18 mars 1793 à Neerwinden, c'est tout près de Saint-Tron. Alors c'est une bataille qui est, vous voyez, représentée ici sur une gravure autrichienne du XIXe siècle. Donc il faut toujours se méfier de ce qui est plus tardif, évidemment, par rapport à l'époque. Il n'y a pas de représentation française. Chaque pays représente ses victoires et pas ses défaites. Ça, il faut bien se le dire. Il y a quelques exceptions, mais elles sont rares. Voici l'uniforme d'un officier d'artillerie autrichien. Vous voyez que c'est toujours ce gris-brun qui caractérise l'artillerie. C'est un dessin qui se trouve au musée de l'armée à Bruxelles. Au musée de l'armée à Bruxelles aussi, vous avez ici un canon de campagne, donc qui a réellement été utilisé durant cette guerre de 1793-94 contre les Français. Alors c'est une pièce, vous voyez, beaucoup plus grosse que celle que vous avez vue tout à l'heure. On vous donne d'ailleurs la longueur, 1,58 m, le poids, 387 kg. Bon, et je vais vous dire que ce n'est pas ici. Et alors il est marqué dessus « Geschwinde », c'est-à-dire le rapide, avec le monogramme de Marie-Joseph de Bavière, qui était l'épouse de Joseph II, mais qui est décédée, vous voyez, assez jeune. Joseph II était veuf très jeune. Alors, si vous allez un jour à Neerwinden, donc c'est pas tellement loin d'ici, c'est après Anu, là c'est en Hesbaye, c'est pas loin de Saint-Tron, eh bien, vous verrez ce qu'il y a ici à l'arrière-plan, une vaste plaine. Autrement dit, le champ de bataille n'est pas tellement défiguré, on pourrait dire ça. Mais par contre, il n'y a aucun monument, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui rappelle la bataille. Alors, superposé, vous avez la représentation ici des 2 bataillons de grenadiers wallons. Les grenadiers, c'était donc des soldats d'élite et on les regroupait en bataillons en prenant les compagnies de grenadiers des différents régiments. Mais il faut toujours se méfier, même des documents anciens, parce qu'ici, par exemple, il y a de fameuses erreurs, et je l'ai marqué en dessous. Donc on est au début des guerres contre la Révolution, on voit bien que l'empereur, c'est François II, parce qu'il y a son monogramme
sur la plaque des bonnets à poil, vous voyez F2, Franz der Zweite, François II. Alors, les origines des compagnies de grenadiers sont indiquées en dessous. Donc ici, vous avez le régiment de Württemberg, ça c'est correct. C'est l'ancien régiment de ligne qui a changé de nom. Mais alors ici, Vierzey, c'est faux. Il n'avait pas la distinctive verte, c'était noir. Et en plus, il n'était pas regroupé avec Württemberg. Le bataillon qui comprenait la compagnie de Württemberg comprenait celle du régiment de Muret qui se trouve là. Donc il y a des erreurs dans certains documents anciens. Vous voyez comment on écrit de ligne, c'est écrit de linge. Bon. Alors, le régiment de ligne avait effectivement à ce moment-là une couleur gris brochet, bleu, proche du bleu clair, comme vous voyez ici. Ça va. Le régiment de Muret, par contre, n'avait pas la distinctive plus ou moins rose que vous voyez là. Il avait une distinctive bleu clair, bleu ciel, bleu mourant, comme on disait. Clairfailly, ça c'est juste, la distinctive était vert pomme. Donc, il faut se méfier de tout quand on fait de l'histoire, même des documents anciens. Parfois même surtout des documents anciens. Alors, quand les Alliés ont remporté la bataille de Neerwinden, ils ont reconquis nos régions, les Pays-Bas, et puis les Français sont revenus en force, et en 1794, ils remportent la bataille de Fleurus, c'est pas loin d'ici, et cette fois-ci, les Français vont repousser les Alliés, et ils vont occuper la Belgique, et ça va durer 20 ans, jusqu'en 1814, un peu moins de 20 ans. Mais nous sommes alors annexés à la France, la République française, et que deviennent les régiments wallons? Eh bien, ils reculent avec l'armée autrichienne sur le Rhin, et à ce moment-là, c'est justement un wallon qui commande l'armée autrichienne, c'est Clairfailly, François de Clairfailly, qui va devenir Feldmaréchal. Voilà son diplôme, il est exposé à côté, et c'est certainement le meilleur général wallon qui ait servi dans l'armée des Habsbourg, le plus intelligent, celui qui a aussi remporté des victoires, mais de façon relativement modeste et modérée par rapport à quelqu'un comme Napoléon ou Frédéric II. Vous verrez cette miniature, elle se trouve au musée de l'armée, elle est à côté. Il commande l'armée sur le Rhin et en 1795, il parvient à empêcher les Français de retraverser le Rhin et d'envahir l'Allemagne en reprenant les lignes de Mayence, c'est-à-dire les fortifications de campagne que les Français avaient construites autour de la ville de Mayence sur le Rhin. Et c'est ce que représente cette gravure. Alors, Clairfailly, qui venait de la région de Binche, dans le Hainaut, il a été célébré partout sur le chemin qui le ramenait à Vienne, célébré comme le sauveur de l'Allemagne. Mais il devenait un peu âgé et il n'avait pas que des amis dans les hautes sphères viennoises. Alors l'empereur lui a accordé le diplôme de chevalier de la Toison d'Or. L'original est au musée de l'armée à Bruxelles. Vous voyez le sceau impérial qui était donc dans cette petite boîte ronde avec un couvercle à l'aigle bicéphale. Autre grand général wallon, c'est Maximilien de Baillet-Latour, qui venait donc du village de Latour, près de Virton. On n'a pas de portrait ancien de lui, c'est assez curieux. Voici un plat de faïence, un plat en faïence du XIXe siècle qui le représente. Deux décorations qu'il a portées, la Grand Croix et la Croix de Chevalier de l'Ordre de Marie-Thérèse. Alors Baillet-Latour a commandé lui aussi sur le Rhin, et on le voit ici, il était un peu ventripotent, il était assez bien portant là. On le voit ici à gauche, lors de la prise de la ville de Mannheim, donc le général français Montaigu, qui est ici, capitule devant les généraux Wurmser, qui est un général autrichien, et Baillet-Latour, qui est là. Nous sommes le 22 novembre
1795. Cette année-là, donc, les Autrichiens dégagent la région du Rhin, la Rhénanie, repoussent les Français, mais les régiments wallons, évidemment, sont de moins en moins complets, puisque nos régions sont annexées par la France, et donc les régiments wallons ne peuvent plus remplacer leurs pertes par de nouvelles recrues. En 1796, c'est l'archiduc Charles, qui est un frère de l'empereur d'Autriche, qui commande sur le Rhin, et les grenadiers wallons se distinguent encore dans certaines batailles, comme celle de Würzburg. Donc, ils sont ici au repos après avoir combattu. La cavalerie prend le relais, vous voyez ici des cuirassiers qui vont charger. Le 19 juin 1799, il y a un des plus célèbres faits d'armes des régiments wallons qui est également rappelé dans l'histoire de l'armée autrichienne. C'est celui des grenadiers du major Louis l'Olivier à la bataille de la Trebbia. La Trebbia, c'est un affluent du Pô dans le nord de l'Italie. Et donc, ce jour-là, les Autrichiens et les Russes combattent les Français, mais Napoléon n'est pas là, il est en Égypte. C'est une victoire pour les Austro-Russes, et le bataillon de grenadiers de Louis l'Olivier se conduit vraiment comme un exercice. On les voit ici qui marchent. J'ai dessiné ça parce qu'il n'y a pas de représentation. Il y a très peu de représentation de beaucoup d'épisodes de cette époque. Louis l'Olivier va être fait baron de la Trebbia et son diplôme se trouve au musée de l'armée à Bruxelles. Donc vous avez ici un carnet avec le sceau de l'empereur François II. Et ce carnet donc explique les lettres de noblesse qui sont conférées à Louis l'Olivier. Et voici ses armoiries. Comme il s'appelait l'Olivier, on n'a pas beaucoup cherché, on a représenté un olivier ici, vous voyez. Il a été fait baron de la Trebbia. Au musée de l'armée à Bruxelles, on trouve d'autres vestiges, vous voyez, qui ne sont pas absents, mais évidemment, ils sont un peu fragmentaires. Voici une écharpe d'officier des dragons de la Tour. On sait qu'elle a appartenu à Louis van Obroek. Donc c'est quand même du textile. Ça a évidemment été un peu abîmé. Ce ne sont plus les couleurs, plus l'éclat des couleurs d'origine, mais c'est une écharpe authentique que les officiers portaient à la ceinture. Une plaque de ceinturon, ça se conserve mieux, d'un officier des dragons de la Tour. Alors voici un officier qui était d'origine allemande, il s'appelle von Pessler, mais il s'est établi en Belgique, dans le Luxembourg, et ce tableau a appartenu à la famille Nothomb, une famille quand même connue chez nous, j'ai déjà entendu parler de ce nom-là. Alors ça vous montre l'uniforme qui est devenu assez foncé, même si il faut relativiser un peu les couleurs sur les tableaux anciens, comme je vous l'ai dit. Et ce tableau doit dater des années 1802-1803. Ceci d'après la coiffure, parce que la mode va changer, mais aussi d'après le col que vous voyez. Et vous voyez le rouge Pompadour, c'est toujours ce rouge plutôt foncé, qui est la couleur distinctive du régiment des dragons wallons. On voit les couleurs ici, dans cet almanach de l'armée, où on voit les couleurs des régiments après les noms des officiers principaux. Voilà Pessler que vous venez de voir, c'est toujours le comte de Baillet-Latour qui est le propriétaire. Et donc voilà le vert, c'était vert herbe, grasse grune, et Pompadour pour la couleur distinctive. Le sabre des dragons de la Tour, c'était ce qu'on appelait un palache, c'est-à-dire une épée droite de cavalerie lourde. Ce sabre-là, vous le verrez à côté, il y est. C'est assez impressionnant quand on voit ce que c'était. Alors, les régiments d'infanterie ne peuvent plus recruter, je vous l'ai dit, ce qui fait que, au niveau des dirigeants autrichiens, on va décider de rassembler les débris des régiments wallons dans un seul régiment, qui est un nouveau régiment, le 63e
régiment d'infanterie, qui est la propriété de l'archiduc Joseph, donc un frère de l'empereur. Alors, on est à la fin de 1799, et à ce moment-là, l'armée autrichienne a encore changé d'uniforme. Elle a adopté un casque en cuir, comme celui que vous voyez ici, et celui que porte Ernest d'Arambert, famille d'Arambert. La couleur distinctive de ce nouveau régiment, c'est le brun Lichtbraun, donc un brun pas trop foncé, plutôt léger, que vous retrouvez ici sur les parements et sur le col. Alors vous voyez que dedans, il y avait le prince Ludwig, c'est-à-dire Louis de Ligne, et les majors Dumoulin, de Pest et Arambert. Soudin, qui était le colonel commandant, était un hennuyer, il venait de Datte, la ville Datte. Ce tableau d'Arambert est conservé aussi au patrimoine de la KU Leuven. Alors les dragons de la tour vont adopter le casque aussi, et les officiers auront un modèle un peu plus élevé, un peu plus surélevé que celui des hommes de troupe. Voici un casque de François de Kerkhove qui est conservé au musée de l'armée à Bruxelles. Alors au-dessus du cimier, vous aviez ce qu'on appelait une chenille. Ça n'a pas été souvent conservé, mais celle-ci, je ne sais pas si elle est vraiment authentique. C'est celle d'un officier subalterne, il est lieutenant. Ça veut dire que ce sont des fils de laine, tandis que les officiers supérieurs, comme on le voit ici sur ce tableau, ils avaient des fils d'or sur la chenille. C'était vraiment des fils d'or. Or et noir, c'était les couleurs des Habsbourg. Alors voici un officier d'infanterie, Albert de Muren-Melgom. Il est major, c'est-à-dire officier supérieur. Ça se remarque à ce galon qui est sur le parement ici. Tableau qui est conservé au musée de l'armée à Bruxelles également. Un autre officier qui a servi longtemps de l'armée des Habsbourg, un bruxellois, Joseph de Mesemaker, donc francisation de Mesmaker évidemment, mais il avait plusieurs frères qui ont servi dans l'armée autrichienne, au point que, après les guerres napoléoniennes, l'empereur d'Autriche est venu saluer la mère de tous ses officiers en l'appelant la mère des braves. Donc il y en avait plusieurs qui avaient servi dans l'armée autrichienne. Certains d'ailleurs avaient été tués au combat. Alors je terminerai avec cette gravure qui vous montre la charge des dragons wallons, mais à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de wallons qui servent dans le régiment. Le 5 juillet 1809, donc le premier jour de la bataille de Wagram, qui sera une victoire de Napoléon finalement, mais il y a eu des épisodes un peu plus disputés, notamment le soir du 5 juillet, quand les dragons, qui n'avaient plus la tour comme colonel propriétaire, mais le baron de Vincent, qui était un Lorrain d'ailleurs, ont chargé contre les Français. Voilà, je terminerai donc ici en vous disant simplement que plusieurs officiers, comme ceux que vous venez de voir, ont continué de servir dans l'armée des Habsbourg, alors qu'il n'y avait plus assez de Wallons pour servir dans les régiments. Au total, l'armée autrichienne, pendant toutes les guerres napoléoniennes, a compté le double de généraux d'origine belge que l'armée française. Or ça, peu de gens le savent, parce que c'est quelque chose qui a été oublié. Mais bien sûr, il y a eu beaucoup plus d'hommes qui ont servi dans l'armée française, puisque les Français ont instauré la conscription. Et donc, c'est plutôt ça qui a été retenu. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on va faire un petit tour de l'exposition, si vous voulez. Je vais répondre, bien sûr, à vos questions. Peut-être que ce serait plus sympathique de le faire dans l'exposition. Vous n'êtes pas trop nombreux, donc ce sera peut-être plus facile de dialoguer à ce moment-là. Vous verrez que l'exposition vous montre un certain nombre des pièces que je vous ai montrées ici, mais d'autres aussi qui ne sont pas sur le PowerPoint. Donc, il y a des correspondances, mais aussi des différences. Voilà, merci beaucoup.